le silence et l'absence. Voilà 3 semaines que Batsheva n'entend plus les rires d'Eitan, son fils de 12 ans. Là, c'est notre Eitan. Il est toujours avec des animaux. C'est un enfant que toutes les mères auraient aimé avoir. Je ne dis pas ça parce que je suis sa mère. C'est un enfant avec beaucoup de charisme. Batsheva vivait dans le kibboutz de Nir Oz avec son mari et ses 3 enfants quand les terroristes ont fait irruption dans leur maison. Ils les prennent en otage. Eitan est mis sur une moto, Batsheva et ses 2 autres filles sur une autre. Sur la route, leur moto tombe. La mère de famille fait alors un choix terrible. Je me suis dit qu'il fallait que je profite de cette chance de s'échapper. J'ai pensé à mon fils tout de suite. Je me suis dit que je n'avais pas de possibilité de l'aider. Je l'ai vu sur l'autre moto, mais je me suis dit qu'il fallait au moins que je sauve les filles. Pour moi, elles ne devaient absolument pas se retrouver à Gaza. On a entendu beaucoup d'histoires de viol là-bas. Je me suis dit qu'à aucun prix, je ne laisserai mes filles dans une situation où il pourrait se passer quelque chose comme ça. Pour Batsheva, chaque jour, chaque heure sans nouvelles de son fils est une torture. On ne dort plus. On ne mange plus. C'est impossible de trouver le sommeil quand tu sais que ton enfant se trouve là-bas. Tu ne sais pas comment il va. Tu ne sais même pas s'il dort. C'est un enfant qui a très peur car à 3 ans, il y a une roquette qui est tombée dans sa maternelle. Depuis, beaucoup de choses le terrifient. C'est un enfant qui ne dort pas sans ses parents. Je ne peux même pas imaginer ce qui lui arrive, ce qu'il est en train de vivre. Je suis sûre qu'il va trouver la force de supporter tout ça. J'espère qu'on s'occupe de lui comme il faut et qu'il y a des gens de notre kibboutz parmi les otages qu'il connaît et qui le réconfortent. Un cauchemar, une guerre des nerfs pour des centaines de proches disparus. Cette attente insupportable est alimentée par des libérations d'otages au compte-gouttes. Le vendredi 20 octobre, le groupe terroriste décide de relâcher 2 otages américaines, de rares lueurs d'espoir, volontairement médiatisées par le Hamas. 2 jours plus tard, Yocheved Lifshitz, 85 ans, ici à gauche, s'apprête à rentrer chez elle avec une autre kidnappée. Sur ces images de propagande diffusées par les terroristes, on voit 2 hommes cagoulés leur donner à boire et discuter avec elle. Puis, ils les remettent aux équipes de la Croix-Rouge, chargées de les ramener en Israël. Scène surprenante, au moment de sa libération, la vieille dame serre la main de son geôlier et lui adresse un au revoir. Yocheved Lifshitz est immédiatement prise en charge par des médecins, puis admise à l'hôpital de Tel Aviv. Sur sa chaise roulante, elle s'avance face aux journalistes du monde entier pour raconter son enlèvement et ses 17 jours de captivité. J'ai traversé l'enfer. Je ne pensais pas ou ne savais pas que je me retrouverais dans cette situation. Nous étions allongés sur des matelas. Ils prenaient vraiment soin de l'hygiène pour que nous ne tombions pas malades. Et un médecin venait tous les 2 ou 3 jours pour voir comment nous allions. Et l'infirmier s'occupait de nous donner des médicaments. On voyait bien qu'ils étaient prêts pour cette prise d'otage. Ils s'étaient préparés depuis longtemps. Les enquêteurs israéliens vont découvrir que le Hamas avait prévu ces enlèvements massifs, que tout avait été orchestré en amont. Pour le prouver, l'armée israélienne a elle aussi diffusé des vidéos. Cette fois, on y voit des extraits d'interrogatoires de prisonniers du Hamas. Les instructions concernant les civils, c'était de tuer les hommes et de prendre en otage les femmes, les personnes âgées et les enfants. On nous avait dit de prendre en otage le maximum de personnes. Parce qu'à Gaza, si vous ramenez des otages, vous avez une récompense. On nous avait dit qu'on recevrait une maison et $10 000. Des directives passées à l'oral avant le lancement de l'attaque.
mais également écrites noir sur blanc, dans un petit livret retrouvé sur les corps des terroristes tués. La marche à suivre est indiquée: prendre un maximum d'otages, récupérer leur identité, séparer les femmes et les enfants des hommes. Des kidnappings, là encore filmés et diffusés sur Internet. Là, une autre otage est emmenée de force sur cette moto. Pour le porte-parole de Tsahal, cette propagande vise à entretenir le traumatisme de la terreur. Lorsqu'on utilise encore une fois des images, et grâce à ces images-là, et qu'on habille ces images par des musiques, par des textes, par des commentaires, eh bien on produit cette onde de choc qui va continuer, si vous voulez, à résonner pour continuer la barbarie. Dans sa stratégie macabre de communication, le Hamas a aussi publié une preuve de vie. Celle de Mia, 21 ans, la fille de David Shem. Pour tromper l'angoisse et l'attente, il fume cigarette sur cigarette. Comme tous les parents d'otages, il vit un enfer. J'ai l'impression d'être dans une sorte de mauvais rêve avec des cauchemars et qui ne s'arrêtent pas jusqu'à présent. C'est la situation dans laquelle je me trouve pour le moment. Mais à la différence des autres familles, David Shem peut s'accrocher à cette vidéo d'1 minute et 2 secondes où apparaît sa fille blessée. Parle-t-elle sous la contrainte? Est-elle sous l'emprise de médicaments? Est-elle vraiment bien traitée? Pour son père, l'essentiel est de la savoir vivante. Je suis certain qu'elle avait vraiment peur. Elle se trouve dans un endroit inconnu. Je connais ma fille. C'est quelqu'un de fort. Ça m'a vraiment réjoui de la voir parce que pendant 8 jours, j'étais dans une situation vraiment sombre. Je ne savais pas s'il lui était arrivé quelque chose. Je n'avais aucune information. Bien sûr, ça m'a touché quand je l'ai vue blessée, mais au moins je l'ai vue vivante et elle respirait. Ma fille est quelqu'un de fort. C'est sûr qu'elle est en train de vivre quelque chose de traumatisant, mais j'ai une bonne intuition, j'ai un bon sentiment. Pour essayer d'en savoir plus sur les otages, l'armée israélienne a largué des tracts au-dessus de Gaza. Elle sollicite les habitants pour qu'ils leur livrent des informations sur les lieux de détention. Si vous voulez un meilleur avenir pour vous et vos enfants, agissez de la bonne manière et envoyez-nous des informations fiables sur les détenus. Vous aurez aussi une récompense financière. Les Israéliens tentent aussi de localiser les otages grâce aux technologies de l'intelligence artificielle. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent de la base de données avec des photos des familles des gens qui ont été kidnappés. Cette start-up, spécialisée dans la cyberdéfense, a développé son propre logiciel d'analyse de données pour localiser les otages. Ils font parler les photos, mais ils peuvent aussi trouver l'identité de certains kidnappeurs grâce à la reconnaissance faciale. Et ainsi, localiser leur maison, leur quartier. Une fois obtenues, ces informations sont immédiatement transmises au gouvernement. Par exemple, quelqu'un de la bande de Gaza a vu un terroriste qui passe avec quelqu'un qui a été kidnappé, le photo. Nous, on sait savoir qui a pris la photo, où c'était exactement. Pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas nous partager les informations précises qu'ils ont récoltées. Ici, ils donnent de leur temps bénévolement pour cette traque et ne s'arrêteront qu'une fois les otages rentrés chez eux. On va réussir quand ils vont revenir à la maison. J'ai 3 familles, des amis, que leurs gosses, une fille et 2 garçons, qui ont été kidnappés. Donc en fait, c'est
C'est presque un combat personnel pour chacun. Chacun ici a des amis, des familles, ouais. Dans cette guerre psychologique, chaque nouvelle vidéo diffusée par le Hamas est traitée comme une nouvelle piste potentielle et donc un espoir. Une autre façon d'aider les otages. L'armée israélienne donne très peu d'informations aux familles. Souvent livrées à elles-mêmes, certaines cherchent de l'aide ailleurs, comme ici dans ces bureaux de Tel Aviv. Toutes les personnes que vous voyez ici sont des bénévoles dans divers domaines, des juristes, les spécialistes du Centre Shimon Peres de la paix et de l'innovation, des médecins. Dans ce forum, on épaule des frères et sœurs, des parents meurtris. Il y a des juristes qui aident pour résoudre des petits problèmes de tous les jours que les familles rencontrent. Par exemple, je ne sais pas, un propriétaire qui demande son loyer sans savoir que son locataire est kidnappé à Gaza. Et les familles ont franchement tellement de choses qui pèsent sur leurs épaules qu'ils ont souvent besoin que quelqu'un s'occupe de ces choses. Daniel Sheikh, ancien ambassadeur israélien en France, donne lui aussi de son temps. Sa mission, organiser des rencontres entre des familles ayant une double nationalité et l'ambassade de leur pays. Merci d'accepter de participer à cette réunion. Ce jour-là, autour de la table, un couple venu demander de l'aide à la chargée d'affaires de l'ambassade de Pologne en Israël. Nous organisons une série de rencontres avec les représentants des pays amis, les ambassadeurs en Israël et les diplomates. Peut-être qu'on peut juste les laisser s'exprimer. C'est ma sœur cadette. Elle a presque 26 ans et a la citoyenneté polonaise. Elle a reçu une balle dans la jambe. Certains ont survécu, mais il y en a comme ma sœur qui sont portés disparus, enlevés ou assassinés, ou probablement morts. Elle est considérée comme une personne disparue, c'est ça? Oui, on ne l'a pas retrouvée. Je veux que le gouvernement polonais cherche des informations. Moi, je ne sais plus quoi faire. J'aimerais apprendre qu'elle a été kidnappée et pas tuée. Je peux vous assurer que nous envisageons toutes les pistes pour que les otages soient relâchés. Cet échange va-t-il pousser les autorités polonaises à se mobiliser pour cet otage? Son frère, en tout cas, veut y croire. On a vu que le Hamas avait relâché 2 Américaines. Alors on se dit que la double nationalité peut aider à libérer ma sœur. Sur les 229 otages qui sont aux mains du Hamas, plus de la moitié sont binationaux. Parmi eux, 9 franco-israéliens. La mère de Mia, la jeune fille dont une preuve de vie a été diffusée, espère elle aussi que la double nationalité de sa fille aide à sa libération grâce à l'intervention du gouvernement français. Keren Shem nous a reçus chez sa sœur à Mazor. 2 jours plus tôt, elle avait pu échanger lors d'une visioconférence avec Emmanuel Macron. Il a dit qu'il ferait tout pour le retour de ses citoyens. Et j'ai vu dans ses yeux et dans ceux de tous les Français présents qu'il le pensait vraiment. Et je crois en Emmanuel Macron, vraiment. Quand l'échange s'est terminé, je suis rentrée à la maison et j'ai eu la sensation qu'il y avait quelqu'un à nos côtés. À ce moment-là, le président Macron n'a pas encore annoncé sa venue en Israël. Et la mère de Mia espère qu'il le fasse au plus vite. Je voudrais le rencontrer en personne, c'est très important. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que mon bébé revienne. Et si quelqu'un peut le faire, c'est lui. Cette rencontre va avoir lieu moins de 48 heures après cette interview. Mardi,
l'avion d'Emmanuel Macron arrive sur le tarmac de Tel Aviv. Le président se rend directement dans un salon de l'aéroport, échanger avec une trentaine de proches de Français tués ou disparus. Our daughter, 41 years old, was killed 2 days after her birthday. She went to celebrate her birthday. Au cours de sa visite, le président rencontre Adas Calderon, qui est sans nouvelles de 3 membres de sa famille depuis ce 7 octobre. C'est ma fille et mon garçon et le papa, en fait. Ils sont là. Ils sont J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Je salue tout le monde, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça a Benoît. Ma fille et ma mère sont mortes, déjà. À leur sortie, peu de familles acceptent d'évoquer leur échange avec le président. Adas Calderon veut croire que cette rencontre peut faire avancer les choses. Est-ce qu'il vous a dit s'ils étaient vivants? Il ne peut pas nous dire, mais il sait qu'ils sont ostages. Oui. Emmanuel Macron n'a pas fait de promesse de libération, mais a assuré que la France ne les abandonnerait pas. These French citizens going to save our life, être français, our children's life. Va nous sauver la vie. Vraiment? Aux côtés d'Adas, Sabrina Belhassen-Nim, qui travaille dans la communication. Depuis le 7 octobre, elle a tout arrêté pour s'occuper des familles d'otages épuisées. Adas, c'est OK, Galit ne peut pas. Galit est en deuil, elle ne donne pas d'interview. Dans quelques jours, j'espère que ça ira mieux. Bien, merci. Dans cette guerre de communication, il faut rendre son histoire publique, faire connaître le nom de ses enfants dans le monde entier, pour avoir une chance de les retrouver vivants. Le Hamas, c'est une organisation de terroristes, mais qui est très au point. Okay? Ils comprennent très bien l'impact qu'ont les médias sur l'opinion publique. Alors d'une part, ils massacrent, ils décapitent, ils tuent, mais d'une autre part, ils libèrent 2 otages américaines en disant « On veut vous prouver qu'on n'est pas ce que Biden dit de nous ». Le Hamas a voulu envoyer le même message à la France, en diffusant la vidéo de Mia. C'est une façon de dire, OK, voilà, regardez-la, elle est propre, elle est bien, on lui a mis une pyjama neuve, on l'a même soignée. On sait qu'elle a été touchée par balle dans son pied, dans sa jambe. Alors pourquoi vous nous montrez seulement le haut? Qu'est-ce qui se passe avec sa jambe? C'est un jeu psychologique, et ils savent très bien le jouer. Un jeu psychologique vicieux, décrypté par le porte-parole de Tsahal. Le criminel, le tueur, en vous tenant parce que vous avez de plus intime, qui est l'amour pour vos enfants, l'amour pour votre famille, vous dit, regardez, je suis aussi capable de vous donner des informations, des nouvelles de ceux que vous aimez. Et là, se passe quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire que tout d'un coup, le tueur, l'assassin, le kidnappeur, le violeur, le décapiteur, le bourreau, on attend qu'il vous donne quelque chose qui va peut-être vous donner du baume au cœur pendant un instant. Et dans ce jeu d'une cruauté sans fin et sans nom, le Hamas s'installe. Il joue avec nos nerfs. C'est comme la roulette russe. Qui va être libéré? Quand? C'est tellement cruel de faire ça à une mère. Pourquoi? C'est si cruel. Nous n'avons plus le temps pour ce jeu. On n'a plus le temps. Il y a des gens enfermés dont on ne sait rien de leurs conditions de détention. Certains sont peut-être morts. On n'en sait rien. On ne peut plus attendre. Car faire libérer un otage peut prendre beaucoup de temps, même des années. Gershon Baskin en sait quelque chose. Pendant 5 ans, de 2006 à 2011, il a négocié la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit. À l'époque, son visage s'affiche dans tout le pays,
celui d'un jeune homme de 19 ans, enlevé à la frontière de la bande de Gaza et retenu par le Hamas. Je voudrais dire aux ravisseurs, quels qu'ils soient, de donner à Gilad un traitement médical approprié. Depuis 45 ans, Gershon Baskin travaille en lien avec les services de renseignement de son pays et des Palestiniens haut placés. J'ai appelé un contact sur place à Gaza et je lui ai demandé ce qu'il pouvait faire. Il m'a dit « Essayons d'ouvrir un canal de communication ». Il est allé au bureau du Premier ministre du Hamas. Ils m'ont appelé et m'ont suggéré d'organiser un appel téléphonique avec le père du soldat Shalit. J'ai dit à la famille de Gilad que je serais à leur côté jusqu'à leur ramener leur fils à la maison. J'ai immédiatement commencé à parler au porte-parole du Hamas. Il a été mon premier interlocuteur dans ces pourparlers. J'ai demandé des preuves de vie. Gershon Baskin multiplie alors les déplacements en Égypte ou à Gaza et accélère les tractations jusqu'à sa libération. Un officier du Mossad m'a appelé et m'a dit « Nous avons conclu un accord au Caire ». C'était un miracle, le jour le plus émouvant de ma vie. En échange de Gilad Shalit, 1027 prisonniers palestiniens sont libérés. Le 18 octobre 2011, le soldat affaibli serre son père dans ses bras et rentre chez lui. Une victoire et un soulagement pour Gershon Baskin. 12 ans plus tard, alors qu'Israël est plongé dans l'horreur, il semble moins confiant. Si ce sont les Qataris qui mènent les négociations, ils communiquent principalement avec les dirigeants du Hamas, au Qatar, à Doha. Ils communiquent probablement aussi avec certains dirigeants du Hamas à Gaza. Mais il s'agit d'une affaire très alambiquée et très complexe, et il y a trop d'acteurs impliqués. Les Américains sont là aussi, les Iraniens aussi. Sur les hauteurs de Jérusalem, moment d'unité et de prière entre les familles de disparus et de kidnappés. Sur fond d'hymne national, c'est toute la nation israélienne qui se tient debout face au terrorisme. Sur le visage de cette femme, pas de larmes. Elle s'appelle Mirit. Elle aussi a 2 enfants otages du Hamas. Ce soir, elle a choisi de croire à une issue heureuse. Je suis optimiste. C'est ce qui me donne de la force. Je suis optimiste et je leur envoie de bonnes énergies. Ils vont revenir. Mirit va déposer ces 2 petits mots dans le lieu le plus sacré d'Israël, le mur des lamentations. J'ai 2 enfants. J'en ai écrit un pour Maya et un pour Itaï. Ici plus qu'ailleurs, elle espère que ses prières soient entendues.